Nous savons que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et rarement cette phrase a été plus vraie que dans le cas de l'empereur Maxence. Pratiquement toutes les connaissances de cet empereur proviennent de la propagande de Constantin, qui a fait de grands efforts pour non seulement éradiquer complètement la mémoire de Maxence, mais aussi pour le diaboliser et le présenter comme un tyran absolu. Mais peu à peu, de plus en plus de recherches suggèrent que Maxence aurait pu être un bon empereur. En fait, nous pourrions dire le dernier véritable empereur romain, car il a choisi de vivre à Rome et de construire les derniers grands bâtiments dans la ville éternelle, à une époque où d'autres avaient abandonné la grande ville de leurs ancêtres, préférant régner depuis Mediolanum ou Augusta Treverorum ou Nicomedia. Mais Maxence a choisi Rome, et cette vidéo est une tentative pour montrer comment Maxence était probablement vraiment, et pour restaurer son caractère qui a été injustement diabolisé par Constantin et ses successeurs, ainsi que par la grande majorité des érudits pendant plus de 1700 ans. Lorsque nous parlons de ce que les empereurs romains ou d'autres personnages importants de l'histoire romaine ont fait, nous devons toujours garder à l'esprit que notre compréhension de ces personnages est purement basée sur des récits écrits. Il n'y avait ni film ni caméra à cette époque, et donc la seule façon d'enregistrer les événements pour l'éternité était de les écrire. Ainsi, la façon dont un personnage est dépeint dépendra beaucoup de la façon dont l'historien qui écrit à propos de ce personnage le voyait. Pensait-il positivement ou négativement de lui? Quels étaient les préjugés de l'écrivain? L'écrivain nourrissait-il une rancune contre la personne dont il écrivait? Et donc, il devient très facilement compréhensible pourquoi nous devons être si prudents pour ne pas confondre notre compréhension d'une personne historique avec ce qu'elle était vraiment. Car notre compréhension pourrait être basée sur des sources incomplètes ou biaisées, ou les deux. Et donc, il est arrivé que certains personnages de l'histoire romaine ayant été peints soit sous un jour beaucoup trop positif, soit sous un jour beaucoup trop négatif, en fonction des sources survivantes. Et pour personne d'autre, cela n'a peut-être été plus vrai que pour Maxence, l'empereur qui ne serait rappelé par l'histoire que parce qu'il a perdu face à Constantin à la bataille du pont Milvius, la bataille qui déciderait du sort du monde. Mais avant d'en arriver là, qui était Maxence? Il est né fils de Maximien en 283 après Jésus-Christ, qui régnerait peu de temps après comme l'un des 4 empereurs de la tétrarchie de Dioclétien. En 305, lorsque Dioclétien et Maximien ont abdiqué, Maxence et Constantin ont été écartés pour les rôles de César, empereur junior. Ainsi, Maxence a déménagé dans une villa près de Rome. Mais déjà en 306, il a été proclamé empereur à Rome. J'ai parlé plus en détail de ce qui s'est passé dans cette ancienne vidéo ici. Pendant 6 ans, Maxentius resterait empereur à Rome, l'ancien cœur de l'Empire. Et ce choix était 100% conscient. À une époque où les empereurs négligèrent de plus en plus l'ancienne capitale, négligeant l'ancien Sénat, Maxentius a choisi Rome, non seulement pour le pouvoir symbolique d'une nouvelle seconde fondation de Rome, mais aussi parce que, contrairement aux autres empereurs, il respecterait la voix du Sénat et du peuple de Rome. Régner depuis Rome signifiait démontrer que l'on était prêt à accepter un mécanisme d'équilibrage, des pouvoirs que les despotes absolus qui souhaitaient régner loin de la capitale n'acceptaient pas. Contrairement à Dioclétien et aux autres généraux d'origine humble élevés dans l'armée, Maxence était un sénateur et avait donc probablement un respect institutionnel différent. Durant ces 6 courtes années de règne, il vaincrait 2 empereurs marchant contre lui, une fois Sévère en 306 et une fois Galère 307. Il réprimerait une rébellion en Afrique en 310, il contiendrait Licinius et l'empêcherait d'entrer en Istrie, et il entreprendrait le plus grand projet de construction que Rome ait vu depuis l'époque de Trajan. Il voulait une renaissance de Rome, une seconde fondation, et cela devait se refléter dans son vaste programme de construction. Même à ce jour, nous n'avons toujours pas une image complète de tous les bâtiments que Maxence a construits à Rome. Il a construit une immense basilique dans le Forum Romanum, un bâtiment monumental aux vastes proportions intérieures. Il a ensuite construit un temple, également dans le Forum Romanum, qui serait connu sous le nom de Temple de Romulus, nommé d'après son fils décédé. Et il construirait son tombeau familial et un immense cirque en dehors de Rome. Mais encore d'aujourd'hui, d'autres projets de construction de Maxence ne sont pas entièrement découverts, où on oublie souvent que c'était en fait Maxence
qui était derrière eux par exemple, le temple de Vénus et de Rome a été presque entièrement détruit par un incendie en 307 et entièrement reconstruit de zéro par Maxence, encore plus grand et plus magnifique qu'avant. Les ruines du temple de Vénus et de Rome que nous voyons aujourd'hui sont en fait ce que Maxence avait construit. Il a ajouté un splendide palais de réception devant le temple de Vénus et de Rome, faussement attribué comme les thermes d'Elagabalus, mais c'était probablement un bâtiment de Maxence. Et il se pourrait qu'il ait été celui qui a construit l'arc de Janus, une théorie qui a été proposée par Marco Zizzini et Gianluca Grigori dans un fascinant article, lien dans la description. Mais encore plus, le fait que Sévère ainsi que Galère n'ont pas pu prendre Rome était parce que Maxence a en réalité augmenté la hauteur des murs d'Aurélien. Auparavant, il n'avait que 6 à 8 mètres de hauteur, et Maxence a considérablement augmenté cette hauteur afin que la ville ne puisse pas être prise d'assaut par-dessus les murs. Ainsi, Maxence était vraiment un bâtisseur de... L'ordre de Trajan ou d'Auguste, un bâtisseur de la statue des anciens empereurs, comme Rome ne l'avait pas vu en 2 siècles. C'est un triste fait de l'histoire que seuls quelques-uns des bâtiments qu'il a construits lui sont attribués, mais la plupart de ses projets de construction sont oubliés. Et sous Maxence, Rome verrait en réalité pour la dernière fois une telle activité de construction grandiose impériale. Parce que, comme nous le savons, Constantin abandonnerait Rome. Dans les 200 années suivantes, si de nouveaux bâtiments étaient construits, ce seraient presque exclusivement de nouvelles églises, et elles utiliseraient toujours des matériaux de construction de bâtiments païens, endommagés à proximité, qui étaient jugés indignes de réparation sous Maxence. En effet, Rome atteindrait son apogée d'activité de construction impressionnante, mais encore plus intéressant. Maxence a été et est souvent encore complètement mal représenté par la plupart des chercheurs. L'une des pires adaptations que j'ai jamais vues sur Maxence était le docudrame de la BBC de 2006 sur Constantin. Ici, il a été présenté comme malheureusement il est trop souvent présenté. Un tyran stupide et arrogant. C'est hilarant que la BBC tombe encore pour la propagande constantinienne 1700 ans plus tard. Le véritable Maxence était probablement une personne très remarquable, dont la mémoire et l'héritage ont été systématiquement détruits par la propagande de Constantin, et toutes les sources que nous avons sur Maxence ne sont en réalité que les sources constantiniennes ultérieures, comme Eusèbe ou Lactance, car les sources précédentes ont été systématiquement détruites. Et comme Maxence était l'ennemi du grand Constantin, qui serait plus tard loué comme le libérateur du christianisme, vous pouvez imaginer ce qui est arrivé à la mémoire de Maxence, et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez, si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires de romains que la boutique SPQR fabrique. Ils font des bagues de légionnaires, ils font des bagues avec différents thèmes, ils font même des répliques de pièces, des statues, des pendentifs, des attributs et des terres cuites. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent à la main chaque pièce, c'est vrai. C'est vraiment du matériel de haute qualité fait à la main. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise Majorianos, alors allez voir leur assortiment. C'est vraiment incroyable. Comment était vraiment Maxentius? Grâce à un homme nommé Marco Cezzini, j'ai personnellement pu en apprendre beaucoup plus sur comment le vrai Maxentius était probablement. Marco est à mon avis l'un des grands experts sur le sujet et j'utilise certains de ses articles pour cette vidéo. Il fait des reconstitutions absolument incroyables de Maxentius et de la fin de l'époque romaine au IVe siècle, et vous pouvez voir que le niveau de détail concernant les vêtements et l'armure qu'il utilise est absolument incroyable. Bien sûr, j'ai mis en lien sa chaîne YouTube et sa page Facebook dans la description. Je vous recommande vivement d'aller y jeter un œil. Grâce à Marco et à ses connaissances, j'ai pu en apprendre beaucoup sur comment Maxentius était probablement en tant que personne réelle. Ce qui m'a fasciné, c'est que, inconnu de beaucoup, Maxentius est né d'une femme syrienne, Eutropia, et a donc très probablement été élevé dans un environnement culturel ouvert au néoplatonisme, à la théurgie, à l'astrologie chaldéenne et aux mystères égyptiens, et était donc très versé en philosophie et en compréhension religieuse.
Et c'est cette même compréhension qui a fait de lui un grand bienfaiteur des cultes traditionnels à Rome, mais très probablement aussi un grand bienfaiteur de la médecine. Inconnu de la plupart et probablement très inspiré par sa connaissance de la philosophie, il s'avère que Maxentius était probablement un grand bienfaiteur de la médecine. Cette théorie fascinante a été publiée par Marco Zizzini et Diego Serra dans un article, lien dans la description. Ils ont proposé que de nombreux projets de construction réalisés par Maxentius étaient tels qu'ils ont créé un quartier médical à Rome et ont reconfiguré le temple de la paix de Vespasien, le Templum Pacis, en un centre scientifique et médical de la ville. Il se peut que la mort du fils de Maxentius, Romulus, à l'âge jeune de 9 ans ou moins d'une maladie, ait renforcé l'intérêt de Maxentius pour la médecine. La perte de son fils a été un coup brutal pour lui, car il voulait créer une nouvelle dynastie qui porterait le nom de Romulus, le fondateur de Rome. En effet, ce nom a été choisi symboliquement, car sous Maxentius, Rome renaîtrait à nouveau comme l'ancien nouveau centre de l'Empire. Et Romulus serait le premier d'une nouvelle dynastie d'empereurs qui régnerait depuis Rome comme à l'ancienne, depuis le cœur traditionnel de l'Imperium Romanum, d'où tout avait commencé 1000 ans plus tôt. Ainsi, la perte de son fils l'a intéressé à la médecine, car il était alors rempli d'un profond désir d'empêcher de telles tragédies de se produire. Ainsi, un nouveau corps de médecins d'État financé par l'État a été introduit, très probablement par Maxentius, car ce corps de médecins a été mentionné plus tard dans une législation par Valentinien Pern, mais date très probablement de l'époque de Maxentius. Le choix de Rome comme capitale était également symbolique d'un autre point de vue, car Rome était le siège traditionnel des anciens dieux païens, comme lui-même était très traditionnaliste, mais dans le contexte d'une philosophie néoplatonicienne. Il pourrait donc nous surprendre de constater que c'est Maxentius qui a résisté aux persécutions des chrétiens sous les règnes de Dioclétien et Maximien. Diego Serra et Marco Zizzini ont publié un article en novembre 2022 dans lequel ils ont détaillé les découvertes remarquables de 2 lettres de Maxentius trouvées par les 2 chercheurs à la bibliothèque Marciana à Venise, lien vers l'article dans la description. Diego et Marco ont comparé ces lettres à d'autres documents de l'époque, même à 2 constitutions de Dioclétien et Maximien, qui n'ont jamais été analysées jusqu'à présent. Et ce qu'ils ont trouvé est une image assez stupéfiante que vous ne pourrez certainement pas lire sur Wikipédia, et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, parce que j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, parce que comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, vous pouvez soutenir cette chaîne en achetant mes produits dérivés sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs cool, drôles ou étranges que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. L'image qui se dégage en fait est que Maxence s'est opposé aux persécutions de Dioclétien et Maximien. Maxence a renversé le vote de Dioclétien au Sénat de Rome, assumant ainsi des pouvoirs judiciaires comparables à ceux de Dioclétien lui-même, un affront qui en a fait un ennemi public de la tétrarchie. Dans cette optique, l'édit de tolérance suivant de Constantin ne serait alors en fait rien de plus qu'une collection normative des documents produits jusqu'à présent sur le sujet de la tolérance du christianisme par nul autre que Maxence lui-même. L'édit de tolérance oublié de Maxence a probablement été émis entre 306 et 308, et à la lumière de cela, la forte position de l'Église catholique à Rome à l'époque de Maxence contre les donatistes en Afrique a maintenant plus de sens, puisque l'Église aurait le soutien de l'empereur de Rome lui-même, de Maxence. Il est assez stupéfiant que Maxence semble être le seul des empereurs de l'époque à prendre ouvertement position contre la persécution du christianisme. Pourquoi donc cette découverte fascinante de Diego et Marco aurait-elle été oubliée par l'histoire ? Pourquoi Maxence a-t-il été plus tard dépeint comme l'ennemi du christianisme, un tyran, un dirigeant injuste sous lequel le peuple de Rome a souffert ? Avant d'en arriver là, nous savons que le sort du monde a été décidé le 28 octobre de l'année 312. Le système tétrarchique était fondamentalement instable et la guerre ouverte n'était qu'une question de temps.
Severus et Galerius ont tous deux marché sur Rome et les deux fois, Maxentius est sorti victorieux, remarquablement avec peut-être peu de sang versé. Car les armées ont pour la plupart volontairement changé de camp pour Maxentius, persuadés par l'autorité impériale de la maison de Maximien et par des assurances de salaire plus élevées, et aussi dissuadés par la hauteur maintenant accrue de l'ajout de Maxentius au mur d'Aurélien de Rome. Cependant, Constantin s'est avéré moins facile à persuader, et il a mené une guerre systématique, envahissant l'Italie et prenant ville après ville. Nous pouvons déjà voir ici que le mythe du tyran maléfique Maxentius ne peut pas être vrai, car les partisans de Maxentius ont combattu avec une vigueur et un zèle qui ne seraient pas possibles s'il était un tyran haï. Ce n'est qu'avec de grandes difficultés que Constantin a pu conquérir Turin et Vérone et les autres grandes villes du nord. En fait, Mediolanum était la seule ville du nord de l'Italie à avoir volontairement changé de camp pour Constantin. À peine un signe que la plupart des gens détestaient Maxence. Mais les troupes expérimentées de Constantin ont pris ville après ville dans le nord jusqu'à ce qu'il arrive à Rome. Maxence était maintenant confronté à un choix. Resterait-il à Rome et risquerait-il un long siège? Peut-être l'épidémie de maladies et la mort de dizaines de milliers de Romains? Son nom serait à jamais entaché. Alors il a choisi d'affronter Constantin en combat ouvert. Ici aussi, nous ne pouvons pas faire confiance aux sources ultérieures. Bien sûr, Eusèbe dépeindrait la victoire de Constantin comme une intervention divine et que Constantin était en infériorité numérique face à Maxence. Cela pourrait aussi n'être rien de plus que de la propagande constantinienne. En fait, il est tout à fait probable que c'était Maxence qui était en infériorité numérique. Constantin avait des troupes aguerries qui avaient combattu de nombreuses batailles en Britannia et Germania, tandis que Maxence ne pouvait compter que sur des troupes des provinces italiques et africaines qui n'avaient pas vu de véritables engagements de guerre. Constantin avait probablement environ 35 à 40 000 hommes lorsqu'il est arrivé à Rome, alors qu'il y a de nombreux indices indiquant que Maxence n'avait pas être que 20 à 25 000 hommes à sa disposition, dont la plupart étaient, comme dit, des troupes non entraînées. Même les 10 000 troupes prétoriennes n'avaient pas vu de véritables batailles, car elles étaient traditionnellement stationnées à la Castra Praetoria. Ainsi se dessine un tableau où Maxence était en réalité celui qui était en infériorité numérique. Maxence a choisi le 28 octobre comme jour de bataille, car c'était exactement le jour de son ascension à l'empereur, 6 ans auparavant, le jour de son Adventus. C'était aussi le jour où commençaient les festivités de mort et de résurrection du dieu égyptien Osiris. Et comme Maxence était probablement influencé par la religion égyptienne, cela pourrait aussi avoir été un facteur dans sa décision de choisir cette date. À la lumière de ces chiffres, on comprend facilement pourquoi Maxence a perdu. Il aurait pu être en infériorité numérique face à Constantin 35 contre 25, et Constantin avait les troupes les plus expérimentées et aguerries au combat. Les troupes de Maxence ont paniqué, provoquant le chaos. C'est encore fascinant cependant que les gardes prétoriens aient combattu avec une vigueur et une ténacité martiale, ce que je ne pense pas possible si Maxence avait été un tyran injuste. Il est tout à fait clair que les prétoriens se sont battus pour leur empereur comme de véritables zélotes, mais ils étaient en infériorité numérique. C'est donc pour cela que Constantin a dissous les prétoriens après sa victoire, détruisant le souvenir de cet ancien ordre qui lui rappelait trop son ennemi Maxence. En fait, et c'est ma propre théorie, alors prenez-la avec des pincettes, je pense que Constantin voulait éradiquer toute mémoire de Maxence et de ses réalisations, parce qu'au fond de lui, il aurait pu envier ses réalisations. C'est probablement Maxence qui a promulgué l'édit de tolérance envers le christianisme, et c'est Maxence qui a construit les bâtiments les plus impressionnants et monumentaux que Rome ait vus depuis l'époque de Trajan. À mon avis, Constantin aurait pu être rempli d'envie, et cela explique aussi sa haine totale pour Maxence et la Damnatio Memoria qui a suivi, où Maxence a été effacé de la plupart des inscriptions et des statues après la victoire de Constantin. Puis a réédité l'édit de tolérance de Maxence, a terminé les bâtiments que Maxence avait commencés, et a fait siennes les réalisations de Maxence. Je pense aussi que ce n'est pas une coïncidence si Constantin a abandonné Rome, trahi Rome, tourné le dos à l'ancienne capitale que son ennemi voulait restaurer dans sa vieille gloire, parce qu'il voulait faire exactement le contraire de ce que Maxence avait fait.
Il deviendrait un anti-Maxence à tous égards, parce que Maxence n'aurait jamais abandonné Rome, et donc Constantin construirait une nouvelle ville portant son nom, parce qu'à Rome tout lui rappelait son ennemi. Les chroniqueurs de Constantin, Eusèbe et Lactance ont alors bien sûr dépeint Maxence, l'ennemi du victorieux Constantin, sous la lumière la plus négative possible, afin de détruire complètement le nom et l'héritage de Maxence. Les écrivains propagandistes ont dépeint Maxence comme un sorcier et un magicien, superstitieux et enclin à des rituels diaboliques. Derrière ces descriptions dénigrantes et colorées de la propagande, se cache probablement la vérité d'un homme qui s'était abandonné au destin et à la volonté divine. Eusèbe met un très fort accent sur la sorcellerie et la nécromancie de Maxence, tout comme d'autres sources, et cela pourrait remonter au rite de la théurgie, typique du néoplatonisme syriaque. Et la propagande constantinienne a été si réussie qu'encore aujourd'hui on sait très peu de choses sur le véritable Maxence, et qu'il est encore trop souvent dépeint comme un tyran maléfique, comme on peut le voir de manière impressionnante dans le docudrame de la BBC de 2006 que j'ai mentionné précédemment. Grâce aux recherches de Marco Zizzini et de ses collègues, nous pouvons espérer restaurer la mémoire d'un homme qui a été injustement vilipendé par l'histoire et qui était en réalité une personne tolérante, bien versée dans les questions religieuses et la philosophie néoplatonicienne, tolérante envers le christianisme, peut-être un bienfaiteur de la médecine et un bâtisseur prolifique comme les Romains n'en avaient pas vu depuis Trajan, et un grand soutien de Rome, le cœur traditionnel de l'Empire. On ne peut qu'imaginer ce qui se serait passé si Maxence avait gagné. Le monde tel que nous le connaissons serait très probablement différent, et je soupçonne fortement que Rome serait à nouveau apparue comme un siège ressurgissant de l'Empire romain, réclamant son ancien siège comme capitale de l'Imperium. Et la ville aurait été agrandie et embellie avec de nouveaux bâtiments et monuments que nous ne pouvons même pas imaginer. Et la trahison des Romains n'aurait pas eu lieu. Constantinople n'aurait pas eu lieu. Comment ce monde aurait l'air, je théoriserai dans une autre vidéo. Je voudrais à nouveau remercier Marco Zizzini et ses excellentes recherches sur le sujet et son aide, sans lesquelles je n'aurais pas pu réaliser une vidéo aussi détaillée sur Maxentius. J'espère pouvoir également contribuer un peu aux excellentes recherches et reconstitutions de Marco sur Maxentius, afin de restaurer la mémoire d'un empereur qui a été injustement vilipendé par l'histoire. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien, puisque cette chaîne ne génère pas beaucoup de revenus par elle-même. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Je ne dis pas ça juste comme ça, et je tiens à remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup mes amis.